Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Il s'agit du premier texte sur la grève à être adopté en Chambre des représentants. Le parcours législatif est loin d'être achevé, mais c'est un pas. Il s'agit bien entendu de la loi sur la grève, la loi organique. L'entreprise et les syndicats attendaient cela depuis plus de 60 ans et le pays entier depuis la nouvelle constitution votée en 2011. L'affaire était compliquée car en effet un tel texte doit concilier les intérêts des entreprises avec ceux des travailleurs, des intérêts généralement inconciliables ou alors difficilement. Depuis qu'il avait été déposé au bureau de la Chambre des représentants en 2016 par le gouvernement Belkirem, le texte avait connu plusieurs vies ou plutôt plusieurs mises au placard. Dans le tiroir, c'est pareil. Mais depuis l'arrivée du gouvernement Akhnouch, le ministre Younes Skouri a œuvré et réussi à le faire adopter, du moins en première lecture, à la première Chambre. Pour autant, il reste bien des points à négocier et à régler pour emporter l'adhésion des syndicats qui, globalement, critiquent la version adoptée en première chambre. La balle est donc aujourd'hui dans le camp de la Chambre des conseillers. Nous réserverons notre fin d'émission à une discussion sur la réforme des retraites dans le Royaume, telle qu'elle a été annoncée par la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Nadia Ftah. Et nous en parlerons avec Si Abdeltif Ansari. Bonsoir Si Ansari, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci, marhaba. Vous êtes conseiller à la deuxième chambre et vous êtes membre du Conseil national du Parti de l'Istiqlal. Encore une fois, marhaba, merci d'être avec nous. C'est Saïd Khairallah, bonsoir, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes membre du secrétariat national de l'UMT. D'après ce que j'ai compris, l'UMT n'est pas tout à fait d'accord avec la version adoptée en première chambre. Nous allons en parler. Alors, je commence par vous, c'est Ansari. Quelle est votre position sur la version qui a été adoptée en première lecture et qui est actuellement soumise à la deuxième chambre dont vous êtes membre. Elle a été adoptée en première chambre, entre autres par vos amis istiqlaliens. Tout à fait. Je suppose que vous êtes d'accord avec la bouture. Tout à fait, c'est Aziz. Quand on regarde un peu le parcours qu'a fait ce projet de loi, comme on a dit, donc c'est un projet de loi qui a été dans les placards depuis 2016. Et le gouvernement actuel a le mérite et le courage de le sortir, de le mettre sur la table aujourd'hui. Maintenant, c'est une nécessité en fait, c'est une obligation constitutionnelle parce que l'article 86 parle bien de sortir de ce projet de loi donc avant la fin de la mandature. Et on regarde, donc c'est un dossier brûlant qui fait vraiment parler toutes les parties concernées, les syndicats, le patronat et le gouvernement. Et je pense que la position qu'on peut avoir, c'est que le cheminement a fait que le texte initial a été amendé. Et quand on sait qu'il y a eu plus de 334 amendements présentés à la première chambre, on sait qu'il y a eu. Donc, je dois saluer donc, le travail fait par Monsieur le ministre du département concerné, qui a une attitude d'ouverture et donc et d'accepter justement de dialoguer et d'avoir gardé donc la porte ouverte à toutes les amendements possibles qui doivent être convaincants et qui vont dans le sens du choix du gouvernement. Donc en général, je pense que cette monture, elle essaye un peu d'assurer donc l'équilibre entre les trois partenaires qui sont donc le patronat, les syndicats et le gouvernement. Chacun doit préserver ses intérêts et le gouvernement est dans une situation peut-être pas aussi confortable que les autres partenaires parce qu'il doit préserver donc toutes les sensibilités et préserver surtout l'intérêt commun, enfin donc le maslaha al-amma, si je dis. Et ça, c'est une nécessité très très importante qui reste très présente chez le gouvernement. Alors, la position du gouvernement n'est pas très confortable, nous ici, Ansari, si Khairallah. Effectivement, quand on a 334 amendements, quelle que soit la longueur du texte, à moins que ce soit un truc très long, ça veut dire qu'il y a eu de la discussion. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions et puis que c'est passé
comment vous trouvez ce texte? J'ai entendu votre secrétaire général, Miloudi Moukhariq, dire pas beaucoup de bien de ce projet tel qu'il a été adopté en première chambre. D'accord, merci Aziz pour l'invitation. Donc, et merci pour votre chaîne, pour ouvrir ce débat et le rendre public. Donc c'est très important parce que c'est un sujet très très important. Donc on va y aller sans langue de bois, on va y aller franco. Voilà, directement y aller directement. Donc vous parlez sur notre position, la position de l'UMT, elle est très claire, elle est constante. Donc on rejette et on refuse tout projet de loi ou loi organique sur le droit d'exercer la grève qui, bien sûr, criminalise et limite l'exercice de ce droit. Donc, parlons sur pourquoi cette position. Donc, ce n'est pas une position constante pour le principe, mais bien sûr sur cette version, exactement. Donc, l'UMT a refusé les premières versions. La première version déposée au Parlement en 2016, c'est une version catastrophique, donc avec 49 articles, donc qui criminalise directement l'exercice de ce droit. Maintenant, cette version, avec même les plus que 30 amendements, mais on considère que ces amendements, c'est des futilités, c'est des petits amendements. Mais c'est la question de fond, les choses qui criminalisent et vraiment qui limitent l'exercice de ce droit, donc ils n'ont pas été touchés. Donc c'est dommage. C'est dommage pour le gouvernement qui a choisi d'aller dans un processus législatif unilatéral et tout en violant, bien sûr, l'accord qu'on a signé avec le gouvernement en avril 2024 et, bien sûr, le pacte sur l'institutionnalisation du dialogue social. Donc, c'est un sujet pour nous qui doit être soumis à un consensus national. Ce n'est pas un sujet où le faire passer d'une manière technique dans les deux chambres. Donc c'est un sujet qui concerne tout le peuple marocain, ce n'est pas uniquement l'UMT. Et pour renforcer, bien sûr, l'État social, où parlait le gouvernement. Donc nous, on se retrouve dans un projet qui maintenant, quand tu vois dans un projet qu'il y a 11 articles sur 35 que des dispositions pénales, ça a été relevé même par le CESE. Oui, bien sûr. Il y a une partie de sanctions. C'est une grande partie pour les sanctions. Et c'est des sanctions lourdes à l'envers des ouvriers, à la masse ouvrière et leurs organisations syndicales. Donc on a plusieurs remarques sur le fond, si vous parlez. Alors on va rentrer sur le fond. Je voudrais juste une question. Vous avez utilisé un terme, le passé, d'une manière technique. Alors je reviens vers vous, Abdelatif Ansari. 334 amendements sur un texte qui fait 35 ou 36 articles. Ça veut dire qu'il a été pratiquement complètement réécrit. 49 et puis il a été ramené à 35 articles. Il a été ramené, donc même sur 49, même sur 50, 330 amendements, ça fait pratiquement... Il n'y a que les virgules qui n'ont pas été changées. Et certains disent, peut-être de leur bord, peut-être pas, ailleurs, que c'est passé parce qu'il y a eu une majorité confortable et que de toutes les manières, on aurait même pu ne pas accepter les amendements, que ce serait passé de toutes les manières avec une majorité très confortable des 2/3. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En apparence, on peut dire ça, mais dans la réalité, je pense, d'abord, si vous permettez, je pense qu'il va falloir donc parler d'un préalable, je pense, à cette présentation de droit de grève, de la loi sur le droit de grève, c'est la loi sur les syndicats. Moi, je trouve qu'il était préférable de sortir la loi sur les syndicats d'abord en premier pour qu'il y ait une certaine cohérence avec le Code du travail et avec le projet de loi qui est en cours de discussion. Ça d'un côté. De l'autre, je pense que les syndicats, ils ont un rôle très important à jouer dans notre économie. Et je pense qu'ils sont tout à fait dans leur droit et dans leur rôle, justement, de défendre un peu certaines dispositions qu'ils jugent un peu restrictives par rapport au droit de grève. Et je pense que les amendements qui ont été apportés, parce que le nombre d'amendements qui ont été proposés, c'était 334, mais ce qui a été retenu, c'est pas le même chiffre. Donc ça se comptait sur 3 ou 4 dizaines d'amendements qui ont été retenus, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Donc c'est bien ce que je disais, c'est passé en force, quoi. C'est 270 députés, enfin même s'il n'y en a pas eu autant qui ont voté, mais disons avec cette majorité très large, c'est passé quand même quelque part. De dire que c'est passé en force, parce qu'en fait, il y a un dialogue
une discussion très profonde concernant cette histoire de passer en force ou pas, parce que les syndicats ils revendiquent le fait de se concerter avec le gouvernement avant de présenter le projet de loi. Mais en fait, le lieu le plus logique pour la discussion justement d'un projet de loi, c'est le Parlement. Le dialogue social est très important, il a été institutionnalisé. Je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait, donc M. le ministre a le mérite justement d'avoir discuté avec toutes les composantes syndicales du pays. Et au final, un gouvernement, il doit avoir donc une position qui doit être cohérente avec son programme. Et donc au final, il fait des choix. Et ces choix, donc, il les propose au Parlement. C'est au niveau du Parlement qu'on doit discuter justement dans le détail justement des dispositions du projet de loi. Et là, c'est là le problème. Qu'en fait, les syndicats, ils exigent qu'il y ait un consensus auparavant, avant qu'ils arrivent. Qu'en fait, le lieu normal pour adopter une loi et la discuter en profondeur, c'est le Parlement. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Saïd Khairallah, vous en pensez quoi? Loi sur les syndicats avant loi sur la grève ou pas? Et est-ce que c'est passé en force ou pas? Nous partons de l'accord avec le gouvernement. On était en accord. Et on a signé même un accord de passer ce projet de loi au dialogue social avant d'aller au Parlement. Donc c'est un accord, c'est écrit. Donc ça a été déjà négocié et accepté dans les grandes villes avec le chef du gouvernement, et il a chargé le ministre du département de l'emploi pour commencer le dialogue avec nous avant d'aller au Parlement. Ce qui s'est passé, c'est vrai, on a commencé à se concerter, on a passé plusieurs réunions avec le ministre concerné, mais je crois que c'était des réunions inutiles et sans résultat. Donc ils font fin de compte. Et à un moment donné, le gouvernement a décidé d'aller vers l'avant et de violer cet accord et le pacte d'institution du dialogue social et aller avec sa majorité confortable pour passer cette loi. Nous, ce qu'on revendique, c'est pas d'aller au Parlement, c'est pas une solution, c'est un projet sociétal qui est demeuré 72 ans, qui n'est pas sorti depuis la Constitution de 1962. Et aujourd'hui, on veut le passer dans une année. C'est pas normal. C'est un sujet, on doit le soumettre à un dialogue public, on doit le rendre public et on doit avoir un consensus national. Parce que cette version, je crois, il ne s'inscrit pas dans le respect même de la Constitution et des conventions internationales. Il n'est pas dans le respect de la Constitution depuis le fait qu'il n'ait pas été adopté sous le gouvernement Ben Khelane. La Constitution dit que les lois organiques doivent être adoptées dans le courant de la présente mandature. Oui, mais ils l'ont soumis au Parlement, mais avec un consensus avec le gouvernement. Donc on s'est mis d'accord de passer cette loi et ce projet de loi. On le passe tout d'abord à la table du dialogue social avant de partir, et on doit partir au Parlement ensemble avec un consensus national. Donc ce qui s'est passé, c'est pas ça. Donc de le faire passer à la première chambre de cette manière, donc ça viole à cet accord. Donc sur le principe, donc on n'est pas d'accord sur ça. Et si vous voulez, pourquoi on est contre cette version? Alors justement, je voulais vous poser les questions de fond, je reste avec vous, et après ça va être assez installé de réagir. Qu'est-ce que demande l'UMT, les autres syndicats? Et est-ce qu'il y a un front, ou alors un front syndicaliste devant le gouvernement, c'est-à-dire un certain nombre de points sur lesquels vous êtes d'accord, tous les syndicats sont d'accord? Quels sont les grands points que vous demandez qui ne sont pas acceptés selon vous? Oui ou non, quand on a vu la dernière version sortie de la première chambre, donc on est resté sur le même point de départ. Donc pour nous, c'est des points secondaires qui ont été changés dans le 1, mais le fond sur le projet, il est resté le même. Premièrement, on a exigé un préambule. Toute loi ou tout texte législatif qui est le préambule, c'est l'âme du texte, c'est l'âme de la loi. Donc jusqu'à maintenant, le gouvernement refuse de sortir ce préambule. Plusieurs points sur le point de définition. Donc, on limite uniquement l'exercice de ce droit aux salariés et à certains groupes professionnels. Mais c'est un droit universel et humain et concerne tout le monde. Tout le monde a le droit de faire grève. On définit les grèves
concernant la grève, c'est pour la grève des choses matérielles, des choses qui sont de conditions de travail, mais on a éliminé toutes les sortes de grèves, les autres grèves, les grèves politiques. On peut faire une grève contre les politiques de l'État et les choix politiques de l'État. Par exemple, contre certaines décisions de l'État, on peut faire, c'est une vraie grève. Les grèves alternées, les grèves de solidarité, les grèves de zèle, donc plusieurs formes de grèves universelles. Et c'est universel. Là, on peut comprendre l'État, le gouvernement prend une décision qui n'est pas populaire. Ça arrive même beaucoup. Si les employés d'une entreprise qui sont plus syndiqués, plus politisés font grève, ils vont léser l'entreprise et son actionnariat plutôt que taper sur l'État. Mais ce sont des formes. Quand il s'agit d'une grève contre des politiques de l'État, mais c'est tout le monde qui doit réagir, pas uniquement les salariés. C'est des questions, c'est plus populaire que ça. Donc, si on donc ces ouvriers dans la société, bien sûr, ils sont touchés par ces décisions. Donc, c'est une grève et c'est universel, c'est tout le monde. Pourquoi l'éliminer sur le Maroc? Alors, on va rester sur le préambule et la définition. Est-ce que vous avez autre chose aussi, parmi les grands points qui n'emportent pas l'adhésion de tout le monde? Sur la définition de la grève, autre chose. Il y a plusieurs procédures complexes et bureaucratiques pour la déclaration même de la grève. Il y a les délais, il y a les préavis. Les délais de préavis, c'est trop long. C'est trop long. Et donc ça limite et ça délimite. Et il y a, ce qui est très important, c'est le côté des sanctions. Donc quand tu vois dans un texte 11 articles concernés en sanctions, sont 35, là, tu vois comment l'âme et la philosophie de ce texte. Donc, il est plutôt répressif qu'il encourage et renforce l'exercice de ce droit. Alors, on va demander à Abdel Sali son avis là-dessus. Donc, problème du préambule, le problème de la définition de la grève, le problème du préavis et des sanctions. Et c'est comme ça que c'est passé. Tout à fait. Non, il y a plusieurs. Non, c'est comme ça que c'est passé en première chambre. Oui, voilà, c'est passé comme ça, oui. D'accord. Quand on entend aussi Saïd parler justement des revendications des syndicats, etc., je pense qu'on est toujours au point de départ, c'est-à-dire à la présentation première de la monture donc à la Chambre des conseillers. Alors qu'en fait, il y a plusieurs amendements qui ont été apportés, il y a eu plusieurs améliorations justement, donc, le gouvernement a répondu favorablement à plusieurs amendements qui étaient exigés par les syndicats, dont la suppression des dispositions pénales dans la restriction de la grève. Dans l'histoire de préambule, je pense que la définition de la grève a été bien précisée donc, dans le projet de loi. Et concernant le troisième point qui est préavis, définition, les délais préavis. Moi, j'ai senti dans la commission, justement, à la Chambre des conseillers, à la présence de M. le ministre, quand il est venu dans la discussion générale qu'on a eue la semaine dernière, qu'il est très ouvert, justement, à des amendements, à d'autres amendements qui pourraient apporter des améliorations, justement, à ce projet de loi. Et cette ouverture, donc, elle va dans le sens, justement, de rediscuter et de donner, vous savez, la Chambre des conseillers, donc les syndicats sont tous représentés, et donc c'est l'occasion justement de présenter des amendements qui vont dans le sens de réduire les délais, et surtout les délais des préavis et certains délais, et surtout ce qui n'a pas évoqué c'est Saïd, les sanctions, les sanctions pécuniaires qu'on a gardées justement, et qui sont, à mon sens, pour certaines, un peu aberrante, certes, donc il va falloir... mais on a senti de la part de M. le ministre justement une ouverture pour revoir tout ça donc à la Chambre des conseillers et pour sortir donc un projet de loi convenable qui peut trouver donc le juste équilibre entre les trois partenaires, les trois parties, qui sont donc les syndicats, le patronat et l'intérêt général qui est représenté par le gouvernement. Est-ce que c'est, excusez-moi de vous dire ça, mais est-ce que c'est pas un piège, ça, parce que ce n'est que la Chambre des conseillers, ça reviendra en seconde lecture, à la première chambre, tout à fait. La logique qui a fait qu'on ait passé un texte qui n'emporte pas l'adhésion des syndicats, la logique qui a fait qu'il soit adopté en première chambre, peut être aussi convoquée pour la deuxième lecture. C'est-à-dire que vous changez ce que vous voulez à votre niveau, au niveau de la Chambre des conseillers, personne ne met en doute votre bonne intention, mais une fois revenu à la première chambre, vous ne contrôlez plus rien. Vous me direz, c'est la Constitution qui veut ça, ce sont les institutions, mais enfin bon, c'est quand même une loi organique. Ça met donc le gouvernement ça met quand même le gouvernement devant ses responsabilités. On ne peut pas donc la Chambre des conseillers quand même, c'est une institution constitutionnelle donc c'est la deuxième chambre donc, du Parlement, et donc tous les amendements qui vont passer, qui vont être acceptés,
et même dans la deuxième lecture, on ne peut pas aller jusqu'à les revoir en profondeur. Je pense que ça va de la crédibilité du gouvernement et le sens de responsabilité. Je pense qu'on a senti, quand on entend M. le ministre, c'est Skouri, quand il parle de ce dossier, on sent d'abord la manière de communiquer déjà est très importante. Il a une manière qui passe, qui est convaincante et qui exprime l'ouverture justement d'aller de l'avant en tenant compte justement des revendications des uns et des autres, des syndicats, mais aussi du patronat, mais surtout pour préserver aussi l'intérêt général du pays. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est le sens justement des interventions et des discussions qu'on a eues dans la Chambre des conseillers. Est-ce que vous avez une crainte là-dessus que discussion en deuxième chambre ne serve à rien une fois que ça revient à la première chambre? Et est-ce que, je vous ai posé la question, vous n'y avez pas répondu, est-ce qu'il y a un front commun des syndicats représentés au Parlement ou pas, d'accord, parce qu'il y en a qui ne sont pas représentés au Parlement, mais qui sont quand même audibles, est-ce qu'il y a un front commun sur un certain nombre de points, sachant que parmi les syndicats, pourquoi je pose cette question, parce que le syndicat du Parti de l'Istiqlal, c'est l'UGTM, donc je vais vous demander aussi quelle est la position du GTM. Oui. Bon, officiellement, l'UMT n'est pas dans un front direct, mais l'UMT il est dans l'avant-garde pour confronter ce projet de texte. Et avec sa position confortable, et sa position constante et de principe de refuser toute loi, comme je l'ai dit, qui criminalise cette chose, il est ouvert à toutes les initiatives, bien sûr, avec tout le monde, avec toute la société, avec toutes les forces vives de ce pays, pour aller ensemble et pour sortir une loi, bien sûr convenable, qui renforce l'exercice de ce droit. Donc, mais pour l'instant, officiellement, mais on se retrouve et on se croise avec certains syndicats et certains, bien sûr, partis politiques et certains partis de la société civile dans ce sens et qui se croisent avec nous dans ce principe. Donc on travaille avec eux et je crois qu'il y aura le temps, bien sûr, pour construire ce front direct et pour, bien sûr, confronter cette loi. Donc directement, non. Mais si on revient, bon, je ne vais pas encore terminer si vous voulez, si on revient sur cette version, non, on n'est pas confronté. Donc même sur la crédibilité du dialogue social avec ce gouvernement, on n'a pas de garantie. On est resté sur plusieurs réunions, sur le dialogue social, on a rendu plusieurs mémorandums pour le gouvernement. Il nous a promis de prendre un jour de 80% de nos remarques, et en fin de compte, rien n'est pris. Rien, vous avez dit 80%, combien ils ont pris? 10, 15, 20, 30, rien. C'est des choses, c'est des choses secondaires, mais c'est des choses de fond, bien sûr, qui limitent... c'est-à-dire la définition, c'est-à-dire le préavis. Le préavis sur les sanctions. Qui sont les nous dit que ça... Le service minimum. Finalement, tu inclus dans une loi organique les services minimums et tu conserves les secteurs. Donc, tu ne peux pas les changer après. C'est très difficile de changer après. On a proposé de faire sortir des services minimums dans le cadre des conventions collectives sectorielles et dans le cadre de la négociation sectorielle, parce que ça diffère de secteur à notre secteur. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas exercer ce droit, donc on liste encore une grande liste des gens de la fonction publique qui ne peuvent pas exercer cette loi. Et pourquoi l'inclure dans une loi organique? Pourquoi ne le fait pas sortir dans un décret, dans une note ministérielle ou dans d'autres documents juridiques? Mais d'insister de le faire sortir dans cette loi organique, donc c'est fini pour la changer. Comment tu vois la difficulté pour la changer? C'est Abdeltif Ansari. Quelle est la position de l'UGTM? Est-ce qu'elle rejoint ce qui se dit sur le service minimum, sur les sanctions, sur votre syndicat, enfin votre seul syndicat affilié au parti de l'Istiqlal? Son secrétaire général était l'ancien président de la Chambre des conseillers. En fait, oui, l'UGTM, en fait, on sent qu'il y a une position plus souple que les autres syndicats, si on veut, et qui est plus en cohérence donc, avec la position du gouvernement. C'est un choix très clair. Maintenant, ils ont des revendications aussi. Le GTM, je pense qu'ils avancent des revendications qui sont en cohérence avec les autres syndicats pour préserver les intérêts. Ils sont dans leur rôle aussi comme syndicats, même s'ils font partie donc, d'un parti de parti de l'Istiqlal qui est partie de la coalition gouvernementale.
mais dans l'ensemble, comme j'ai dit, donc il y a des avancées quand même avec les amendements qui ont été retenus à la première chambre. Et je pense qu'il y a un réel espoir justement d'améliorer cette monture du projet de loi et de sortir quelque chose qui répond tout à fait aux exigences des uns et des autres. Et les syndicats, ils font front commun. Ils sont tout à fait, comme je dis, dans leur rôle. Il y a certes des dispositions qui sont contraignantes, mais vous savez, donc le gouvernement a ce dilemme justement de trouver le juste équilibre pour préserver l'ordre social et l'ordre général et en même temps préserver les intérêts des partis, que ce soit les syndicats ou le patronat. Et je pense qu'on est avec cette approche, avec la manière. Je suis très confiant moi personnellement concernant l'avancée, mais en fait de dire que c'est passé en force, on a bien besoin quand même de cette loi. Cette loi il est très très important, surtout dans le contexte actuel de la nouvelle charte. Le contraire, non, bien sûr, non, mais je voulais juste. Que lui, ce qu'il dit est. Il n'a peut-être pas tort. Oui. Une loi qui a attendu 62 ans n'était peut-être pas nécessairement nécessaire de passer en moins d'un an. Oui, si on veut. Mais dans un autre sens aussi, si vous voulez, on vient juste d'adopter donc la charte d'investissement. Et on a bien besoin pour booster l'investissement avec des objectifs très, très, très hauts. On voudrait donc faire de l'investissement privé le double de l'investissement public à l'horizon 2035. Et ça, on peut le faire que lorsqu'on a un environnement d'affaires, un environnement le climat des affaires qui est propice et qui est justement favorable à cette avancée. Et une des conditions justement, c'est d'avoir justement cette loi. Parce que l'investisseur étranger, quand il veut s'installer au Maroc, il regarde de près. C'est un élément, c'est un indicateur très important du climat des affaires et qui compte beaucoup pour les investisseurs. C'est une loi qui va dans le sens de l'investisseur plus que du travailleur. Non, les deux, parce que l'investisseur qui dit lui, il va savoir à quoi s'en tenir et qu'il est en cas de litige. Qu'est-ce qu'elle risque, par exemple, comme pénalité ou comme il faut absolument organiser cette relation entre les travailleurs et les entreprises, parmi eux donc les investisseurs. Il y a une nécessité justement d'aller de l'avant et de passer ce projet de loi pour assainir un peu le monde des affaires. Alors, à vous entendre tous les deux, il y a une question que je n'avais pas prévue, mais qui s'impose d'elle-même. Manifestement, à l'UMT, à la Chambre des conseillers, si ça continue comme ça, vous allez voter contre. Si jamais vous votez contre, je suppose que l'UGTM va voter pour. Tout à fait. Ce serait difficile qu'elle ne vote pas pour. Est-ce que, je commence par vous, question courte, réponse claire, est-ce que c'est la fin du dialogue social quand on a deux syndicats comme ça qui ne sont absolument pas d'accord sur un texte aussi fondamental que la loi organique sur la grève et qui vont chacun dans son sens? Est-ce qu'on peut considérer que c'est la fin ou alors du moins un dialogue social mis en sérieuse difficulté? Bon, c'est pas la première fois qu'on ne s'aligne pas sur un même sujet. Donc, ça, c'est loi organique sur la grève, c'est le cœur même du travail syndical. Chaque centrale a ses principes, a son cahier revendicatif qui les défend, elle a ses orientations politiques et tout ça. Donc, même on rentre dans le dialogue social et chaque syndicat, il défend ses salariés, il défend ses principes, il défend sa position. Donc, je ne crois pas qu'il va interrompre. C'est ce qui va interrompre le dialogue social, c'est la crédibilité de ce dialogue social, plutôt. C'est la confiance entre le gouvernement et le mouvement syndical. Ça, c'est le plus important. Mais pour coordonner, donc, bon, c'est rare, on arrive à des coordinations pour aller à la table du dialogue social avec le gouvernement. Donc, chaque syndicat est seul, mais je te dis que c'est le plus important, le plus grave, c'est cette confiance et de regagner cette confiance après si le gouvernement a décidé de continuer sur ce même chemin. Alors c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que deux syndicats aussi importants que l'UMT et l'UGTM, je ne parle pas des autres, qui sont là aussi, sont donc en désaccord. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la crédibilité même du dialogue social qui est remise en question. En fait, ou la confiance qu'on peut poser dans Je ne pense pas, parce que sincèrement, quand on regarde l'accord du 30 avril 2022 et la réalisation de ce gouvernement, le gouvernement actuel, je pense qu'on va dans le sens d'asseoir plus donc, le dialogue social et de donner plus d'importance. Je pense, et on l'institutionnalisé. Je pense qu'on a réussi donc en partie, et ça c'est une autre pierre angulaire donc il faudrait justement ajouter à cet édifice. Et je ne pense pas que le fait qu'il y ait un désaccord entre les syndicats entre eux, qu'ils ne s'alignent pas parfaitement, ils s'alignent sur certains points mais pas sur la totalité,
ça nous amène à parler aussi de la représentativité des syndicats, c'est Aziz. Alors je pense qu'il y a un problème. Justement, vous devancez. Je vais vous poser une question parce que j'ai pris des notes. Figurez-vous, je prépare mes émissions. Je commence par vous puisque c'est vous qui avez parlé de ça. Donc, ce tissu entrepreneurial marocain, les entreprises au Maroc, c'est 90% de TPME, c'est-à-dire vraiment avec un 2 tiers, donc 90%, 2 tiers de très petites entreprises et un tiers des PME. Et des syndicats qui ne sont pas véritablement représentatifs. Et là, je passe sous votre contrôle. Vous allez me dire pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement nécessaire pour une entreprise, pour un tissu entrepreneurial constitué de petites structures, avec des syndicats qui sont peu représentatifs selon les chiffres que nous avons? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment utile de passer cette loi finalement? Ou alors commencer par la loi des syndicats, comme vous l'avez dit, pour essayer pas d'imposer, mais essayer de conduire les travailleurs à aller se syndiquer? Moi, je pense qu'il y a une nécessité justement de sortir un peu la loi sur les syndicats. C'est très très important pour un peu finir le puzzle de l'arsenal juridique qui gère un peu la relation de travail. Et le monde du travail, pardon. Moi, je trouve qu'il y a des secteurs très, très importants où il y a une sous-représentativité justement des syndicats. Ce sont des secteurs très importants de l'économie nationale, comme les assurances, par exemple. Il y a des compagnies qui comptent 800, 900, 1000 personnes et dans lesquelles il n'y a que les délégués, les délégués de personnel. Je pense que ce problème de représentativité des syndicats, il ressemble tout de même aux partis politiques aussi. Et c'est tout le discrédit qui existe dans la politique en général, des partis politiques, mais aussi des syndicats. Et je pense qu'on a besoin de syndicats très forts, représentatifs et bien représentés, qui sont présents dans tous les secteurs pour avoir justement un partenaire très important. Et ce manque d'alignement en fait, entre tous les syndicats ne gêne en rien justement le dialogue social. Je pense que tout le monde est conscient de l'effort à faire justement pour avoir un taux de pénétration des syndicats justement dans le tissu économique beaucoup plus important pour lui donner plus de place justement dans le dialogue social et dans la gestion justement du monde. Il reste je voudrais ouvrir une parenthèse concernant ce droit de grève. Il ne concerne pas uniquement les travailleurs et travailleuses. Il concerne aussi les syndicats et les syndicats des professions libérales, souvent comme les architectes, les médecins, les pharmaciens, les avocats et j'en passe. Et donc ça, c'est une catégorie très très importante aussi. Et je pense que la loi n'a pas apporté, c'est une des lacunes à mon sens de ce projet de loi, n'a pas apporté, n'a pas beaucoup, ne s'est pas penché plus profondément sur la manière dont on doit gérer donc ce droit de grève par rapport aux syndicats et aux professionnels. C'était fait à la va-vite, non? C'était pas fait à la va-vite. Oui, parce que si on ne parle pas de ces professions protégées ou réglementées. Ben écoutez, on a tout le temps justement dans la commission des secteurs sociaux justement de discuter en profondeur. Et je pense que la composition de la Chambre des conseillers est telle que elle est très représentative justement de tout le tissu économique parce qu'il y a les communes, les syndicats, il y a le patronat et il y a les chambres professionnelles. Tout le monde peut apporter justement sa valeur ajoutée concernant ce dialogue. Alors, Saïd, si vous revenez sur la même parenthèse. Je vais rester sur la même parenthèse, mais bon, maintenant, je vais donner des chiffres que j'ai, maintenant c'est sous votre contrôle. On dit qu'il y a 6% des travailleurs qui sont syndiqués. Mais de l'autre côté, on dit qu'il y a 1% des jeunes qui est affilié à des partis politiques. Donc on est vraiment en dehors de ça. Alors avec ce 6%, si vous le confirmez, vous donnez un autre chiffre, si vous ne le confirmez pas, vous avez un tissu entrepreneurial qui est extrêmement petit, c'est-à-dire des petites structures, 10, 15, 20 employés, et vous avez beaucoup d'informels. On n'en a pas parlé. Est-ce que vous pensez, même question, qu'une loi sur la grève est utile dans ces conditions, dans ce contexte? Sur la même parenthèse, donc, d'élargir les gens concernés pour exercer ce droit aux professionnels, aux syndicats des professionnels, nous n'avons pas de problème, parce que les droits même de grève, c'est un droit humain, individuel et collectif. Même une personne peut faire une grève. Donc pourquoi limiter, et aller sur une loi organique, et limiter les catégories qui doivent appeler à la grève, ou qui ont le droit de le faire de la grève. Donc il est humain, donc on ne peut pas restreindre quelques partis, quelques individus
pour faire grève, pour priver quelqu'un de son droit de grève. Son droit de grève, mais il est humain, donc c'est pour tout le monde, pas uniquement pour les salariés ou pour les professionnels. C'est ce que dit si on parle de représentativité, le chiffre, on ne le confirme pas, bien sûr. On n'a pas des statistiques exactes. Aucun syndicaliste n'a jamais confirmé ce chiffre. Et pourtant, c'est le chiffre qui tourne. En fait, c'est la condition pour être reconnu comme syndicat représentatif. Je suis pas. Bon, s'il s'agit pour être représentatif et voir 6% des membres des délégués de personnel, bon, c'est le chiffre qu'on a. Mais je crois, bon, le chiffre il peut être un peu plus. Ça va, c'est bon, je ne sais pas, on n'a pas le chiffre. Et on ne sait pas où il faut en sortir ce chiffre. Mais ce n'est pas l'important. C'est pas l'important. Là, le syndicat le plus représentatif, le syndicat parlait, bien sûr, les délégués personnels, et le syndicat, bien sûr, avec une force propositionnelle, une force sociétale, c'est ça qui représente le syndicat. Donc le Maroc a besoin de forts syndicats. Donc on a besoin de forts syndicats, bien sûr, pour faire cet équilibre. Bon, à l'UMT, on n'a jamais demandé de faire sortir cette loi. On n'a jamais demandé, depuis 1962. Et on a exercé ce droit, même après l'indépendance. Donc on l'a exercé pour la libération du pays. L'UMT a participé dans la libération du pays. Et on l'a exercé plus après l'indépendance et depuis la première constitution, depuis 2062 jusqu'à maintenant, sans aucun problème. Et le mouvement syndical a cumulé des traditions, des habitudes pour encadrer et bien encadrer ces grèves. Et le grand problème, et pourquoi on fait la grève au Maroc? Pourquoi les syndicats font la grève? Et d'après les chiffres officiels, et même le dernier chiffre annoncé par le secrétaire d'État chargé de l'emploi, il a confirmé que 17% des grèves sont la vraie cause de ces 17%, c'est la non-inscription des ouvriers dans la caisse, la CNSS. Donc imaginez, on fait la grève pour pousser les patrons à déclarer. Et plus que les 2/3 des grèves, c'est pour le respect des codes de travail. Donc on ne va pas à la grève, élancer la grève comme ça, élancer la grève là on veut pour chose. Donc mais en fait, on a 75% des grèves dans le royaume juste pour appliquer la loi. Appliquer la loi, exactement. Exactement, pour appliquer la loi. D'accord. Alors, il y a une remarque sur ça, parce que le gouvernement, vous êtes sa majorité. Oui, en fait, moi je reviens... Les 2/3 des grèves, rapidement, les 2/3 des grèves, c'est juste pour appliquer la loi, c'est pas... En fait, moi, je reviens justement, ça nous ramène aussi dans le... Rapidement, j'ai encore une question sur la retraite. L'importance d'avoir justement une loi sur les syndicats. Et c'est là justement, c'est le fait que cette représentativité enfin très réduite justement dans le monde du travail, qu'on annonce toujours à 6%, mais en fait on a la possibilité de le vérifier pendant les élections. Dans les élections donc justement des syndicats et des instances représentatives des syndicats, on se rend compte de le corps électoral, il donne un peu une idée sur la représentativité qu'on peut rapporter justement au monde du travail. On a les statistiques par secteur, donc on sait combien de personnes donc, qui sont dans le monde du travail, enfin qui travaillent. Et donc le tout, c'est l'importance, comme a dit Saïd, justement d'avoir des syndicats très forts, très bien organisés et très bien structurés et qui peuvent justement être un partenaire crédible et qui pèse dans le dialogue social. Et qui auront la force de conduire les patrons indélicats à appliquer la loi. On peut appliquer des choses comme ça. Bien sûr. Alors, il nous reste 7 minutes pour l'émission. Ne me dites pas que ça passe vite, parce que ça passe effectivement très vite. Une question, je commence par vous. Vous êtes donc la majorité, Abdef Ansari. La ministre de l'économie et des finances, Mme Nazia Fattah, a dit il y a un mois à peu près qu'une première proposition de réforme des régimes de retraite sera proposée par le gouvernement en janvier 25. Alors, deux questions. Elle en est où, cette proposition? Est-ce que ça va être une réforme paramétrique, c'est-à-dire les paramètres, l'âge de départ à la retraite, niveau des pensions, niveau des cotisations, etc. Ou alors une réforme structurelle, on réforme structurellement et globalement le secteur de la retraite? Quand on veut parler de ce problème justement des caisses de retraite, je pense que c'est un héritage de la succession des gouvernements qui sont passés et pour lesquels n'ont jamais apporté une solution pertinente à cette problématique qu'on voyait venir.
Et donc quand on regarde les caisses de retraite et le risque de déficit, je pense qu'il y a un problème de gouvernance. Il y avait un problème justement de placement justement des fonds des retraités, et surtout si on tient compte justement de l'évolution démographique de notre pays, l'inversement de la pyramide des âges, qu'on a des centaines de milliers de retraités qui arrivent, donc on a besoin, la sonnette d'alarme est vite fait donc sonner. Donc il faut absolument, donc Madame la Ministre a bien voulu, donc ce gouvernement, donc elle mérite aussi de sortir un peu cette problématique et de la mettre sur la table pour la réglementer, trouver la bonne solution. Je pense que donc c'est par la concertation justement des uns et des autres, et surtout il faut doter ces caisses de retraite par des compétences financières, etc. Parce qu'il y a un enjeu financier très très important quand on a des fonds très importants à gérer. Il faut absolument qu'ils soient entre de bonnes mains et ceux qui peuvent faire des placements rentables, ce qui n'a pas été fait par le passé, et on en paye le prix aujourd'hui. On est obligé de maintenant, avec la population active qui se rétrécit et le nombre de retraités qui augmente, donc on est face à un vrai problème qu'il faut absolument, pour lequel il faut trouver une solution. Le marque de 2030 justement du mondial et tout ça pour lequel on aspire, donc il faut absolument ce genre de dossier, il faut absolument les traiter avec beaucoup de rigueur et sortir des solutions très pertinentes pour pouvoir aller de l'avant. Alors là, ça va poser problème parce que au-delà du mondial, au-delà de la CAN 2025, il y a depuis le gouvernement Ben Kairan, c'est-à-dire depuis à peu près 10 ans, le gouvernement Ben Kairan est parti en début 2017, donc ça fait à peu près 8 ans, et même plus qu'on parle de cette histoire-là. Maintenant, on est véritablement, ça va être là, à la croisée des chemins, on y va ou on n'y va pas. Alors, est-ce que ça va être une réforme paramétrique? J'explique, est-ce que c'est, ou alors une réforme structurelle? Et est-ce que c'est le moment de sortir ça à un moment où le gouvernement et le syndicat ne sont pas en relation de véritable confiance rapport à la loi de la grève sur laquelle on parlait? Est-ce que c'est le moment? D'accord. Sachant qu'il faut le faire. Donc, une réforme paramétrique a donné ses limites. En 2016, Ben Kairan a décidé de faire une réforme paramétrique, mais qui n'a pas résolu le problème et qui n'a poussé le problème que de 4-5 ans sur la CMR. Donc, ce n'est pas la solution. Mais si on veut faire une réforme, il faut bien faire des part d'un bon diagnostic. Pas un diagnostic technique et financier, mais un diagnostic politique sur ces caisses. C'est le problème de gouvernance. Donc, qui gère ces caisses? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui les gère et qui place les fonds et qui gère les épargnes des pensions de retraite. Mais c'est le gouvernement, ce n'est pas les autres partenaires. Et bien sûr, qui a fait des choix politiques pour question de recrutement. Donc, le déséquilibre démographique, c'est l'unique problème pour ces caisses. S'il y a un équilibre démographique et l'État a choisi de continuer à recruter et faire cet équilibre, on ne se rend pas à ce problème maintenant. Et on laisse toujours viable ces caisses. Mais ces choix de l'État, il doit assumer, bien sûr. Il doit assumer parce que c'est l'État, pour plusieurs caisses, il est le patron, et pour d'autres caisses, il les gère. Donc, si on gère et si on est le patron, bien sûr, tu dois assumer. Et comme tous les autres pays, c'est un problème. Est-ce que vous avez déjà commencé à parler avec le ministère de l'économie sur ça, des affaires sociales? On a fait 2-3 réunions en 2022, mais on a laissé le problème de retraite après. Donc, depuis que la ministre Ftah en a parlé il y a un mois à peu près, est-ce qu'il y a Non, il n'y a aucun contact. Vous, l'UMT, grand syndicat, vous n'avez pas été approché par le ministère des Finances? Aucun contact. Alors que le ministère des Finances a déclaré qu'il y aurait une réforme de la retraite. C'est une déclaration qui assume sa responsabilité, Madame la Ministre. Donc un effet d'annonce rapidement, en 1 minute, c'est l'effet d'annonce finalement. Oui, en fait, c'est le sens de responsabilité justement du gouvernement qui sont qu'il y a une nécessité justement de réformer les caisses de, mais difficile sans les caisses de retraite. Oui, le déficit, bien sûr, il est là, mais... Voilà, difficile, je dis difficile. C'est difficile dans ce contexte, justement, sur ce dossier brûlant déjà du droit de grève. Si on y ajoute donc donc c'est pourquoi j'ai dit donc le gouvernement actuel mérite justement de sortir aussi ce dossier parce qu'il y a une nécessité d'aller de l'avant sur cette réforme et de sortir quelque chose justement pour préserver les intérêts des retraités de nos concitoyens qui sont
quand on regarde ces milliers de personnes qui arrivent donc à la retraite, il y a le risque justement de ne pas pouvoir, que les caisses ne peuvent pas donc couvrir un peu les rentes, enfin les pensions nécessaires justement à ces retraités. Rapidement, je vous pose la question en tant que conseiller à la deuxième chambre, la suite des événements pour la loi sur la retraite, pour la loi sur la grève, pardon. Rapidement, comment ça se passe? Est-ce que la suite, c'est maintenant donc c'est maintenant le moment de faire de toutes les parties justement du GO, politique et des syndicats, de faire des propositions justement d'amendements, de présenter leurs amendements et de les discuter et d'adopter donc le projet de loi. Merci à vous deux. Merci, c'est Abdeltif Ansari, membre Istiqlal de la deuxième chambre. La chambre des conseillers, c'est Saïd Khalala, membre du secrétariat national de l'UMT. Merci à vous de nous avoir suivis. Espérons que ça va aller encore plus vite. Nous y reviendrons. Merci et à la semaine prochaine.